Alors, nous écoutons à présent Madame Barbara Tomaso. Merci de remettre les micros, s'il vous plaît, au pupitre. Ouais, merci. C'est bon. On fait comme ça. Alors, allez. Bonjour à tous. Messieurs, mesdames de la commission d'audition, mes présidents, et puis le public. Alors ici, en distanciel. C'est vrai que, je ne sais pas si ça avait été dit, mais il y a beaucoup de monde en distanciel et bonne écoute. Alors moi, je suis le docteur Barbara Tomaso, je suis pédopsychiatre sur un CRIAFS depuis quelques années, voire plus d'une dizaine d'années. Et sur notre CRIAFS, sur notre département, on vient de recevoir des financements sur un fonds d'investissement régional. Pour le coup, ce n'est pas un FIOP. On avait demandé sur un FIOP, c'est venu sur un fonds d'investissement régional. Sur un dispositif mobile d'aide pour la prise en charge en appui aux soins pour les adolescents identifiés auteurs de violences sexuelles et le développement de thérapies familiales pour les familles aux transactions incestueuses. Et j'interviens aussi en protection de l'enfance dans le cadre d'une mission d'activité d'intérêt général. Quand on est praticien hospitalier, on peut faire des activités d'intérêt général et non pas des travaux d'intérêt généraux, dans un service associatif, donc dans le cadre de MJE. Ça anime et ça porte beaucoup, vous allez le voir, ma contribution aujourd'hui. Je vais essayer de lire, en fait, parce que mes collègues le savent, je ne suis absolument pas concise et je vais essayer de tenir mon temps. Alors, c'est assez désagréable pour vous, mais tant pis. Je suis désolée. Alors, je suis médecin hospitalier et j'ai pris le parti sur la question que la commission d'organisation m'a posée, et merci de l'avoir posée. J'ai essayé de relever ce défi, mais j'ai en fait voulu vous apporter des éléments très pragmatiques pour que ça soit lisible et entendable, parce qu'en fait, nos recommandations, elles vont sortir d'ici. Ici, on est sur un public entendu, convaincu. L'idée, c'était de porter notre voix aux politiques et aux professionnels de terrain. Donc, je vais l'aborder sous l'angle clinique, sur les problématiques de résonance avec les sujets que nous accompagnons. Et en ce sens, je me permets le sous-titre de la notion d'accordage entre les différentes temporalités, les synchronicités entre les jeunes, leurs familles, les professionnels, et non seulement du côté des temporalités, des rythmes des institutions, qui parfois sont un peu tyrans vis-à-vis des usagers que nous accompagnons. Le rapport vient témoigner de l'importance de recentrer les différents accompagnements des champs judiciaires, socio-éducatifs et psychiques pour s'ajuster aux besoins du jeune et de sa famille. La mise en perspective de ces besoins devrait permettre de considérer, du coup, l'importance d'assouplir les clivages et les tensions désorganisatrices entre les institutions. Ça va permettre d'organiser les réseaux de communication, les canaux de communication, par la proposition évidemment de temps et d'espace de travail, on l'a dit, d'accordage finalement, mais éthiquement affirmé. Vous allez voir je vais parler un peu de réglementation, mais beaucoup de déontologie et d'éthique, qui devraient normalement, ces espaces de travail, traiter des effets de désynchronisation des accompagnements qui sont délétères aux jeunes et aux familles. Le constat de tous les professionnels, parce que vous l'avez entendu dans l'émission CRIAFS, enfin j'imagine que vous le savez, mais on est beaucoup auprès des professionnels, en appui aux professionnels, ils nous font le constat que d'accompagner ces jeunes, alors voilà, ça nécessite la nécessité d'ajuster les pratiques aux réalités de terrain. Alors parfois certains nous disent on est un peu hors cadre. Ouais, on va le faire ensemble. Du côté du besoin des jeunes, qui vont avoir, en fonction des profils, des types de situations, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'y suis pas. C'est un peu long mon introduction. Des temporalités, des jeunes, des familles, c'est le gage de l'efficience des interventions, et tout ceci devrait permettre impérativement de corréler aux différentes étapes du parcours de ces jeunes sur le temps de l'évaluation, on l'a longuement dit, sur le temps de l'accompagnement avant et après procès, et sur le temps de la fin de la prise en charge. Quelle perspective pour eux en autonomie. Donc effectivement, c'est là où, normalement, la seconde diapo, mais je vais passer assez vite parce que le temps déroule vite. L'idée, c'était de quoi on parle quand on parle d'articulation. Alors j'aime bien faire des détours. J'ai pris la question de la définition. En anatomie, c'est une zone de jonction. En mécanique, c'est une région de contact qui assure la mobilité relative de deux pièces. Dans le bâtiment, c'est un organe de transmission des efforts, caractérisé par le fait qu'il permet une libre rotation autour de l'axe.
En droit, l'articulation, c'est l'énonciation écrite et détaillée de faits dont on offre de rapporter la preuve. En musique et en phonétique, l'articulation, c'est l'exécution distincte des sons vocaux ou instrumentaux qui rendent compte de l'émission d'une unité phonétique. Il faut que tout le monde entende la même chose. La transposition au système pluridisciplinaire accompagnant ces jeunes en difficulté, ça rend complexe l'exercice avec la perspective de cette double articulation, tant du côté du jeune et de sa famille, tant du côté des différentes institutions entre elles. Je vais passer à la cohérence, quant à elle, c'est la logique interne d'un discours, d'une idée, d'un acte qui rend l'action cohérente. L'idée, c'est d'être attachés ensemble pour présenter un rapport logique et qui va se tenir. La cohérence, c'est un réel défi au quotidien. Chacun a ses réalités et ça nécessite un ensemble d'accordages au niveau des représentations des professionnels, de leur mission et des fonctions de chacun des professionnels et surtout de la façon dont ils scrutent la situation et aussi de façon très insidieuse et profondément ancrée, la part intime de chaque professionnel qu'il vient projeter dans la lecture qu'il a de la situation et la lecture qu'il a de sa propre mission. Alors, je ne pouvais pas passer à côté, je vais le passer vite, mais de vous dire l'état de la situation aujourd'hui. Alors peut-être parce que je suis médecin hospitalier et qu'aujourd'hui vraiment on vit des temps extrêmement difficiles en termes d'activité. Et quand on pose comme ça des grandes théories et des grandes lignes conductrices, on oublie qu'en fait, quand on revient vers chez nous, dans nos réalités de terrain, les gens nous disent on n'a pas de moyens, on n'y arrive pas, on est débordé, il n'y a pas assez d'éducs, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de psychos, les droits, ils mettent des années avant de répondre, les magistrats, etc. Oui, sauf qu'on a des moyens et des compétences. Et on a des outils, notamment, qui vont nous permettre d'avancer et de continuer de construire. Alors, effectivement, c'était la question que m'avait commandée la commission d'audition. Secret partagé, partage d'informations à caractère secret. Je ne suis pas juriste, encore une fois. Et souvent, cette notion, c'est la pierre angulaire dans nos espaces de travail. Oh non! Ah non! Ça fait très bien. Alors, attendez. OK. Alors... En fait, l'idée, c'est quand même que les professionnels, il ne faut pas qu'ils restent englués dans la position de silence en venant ramener la question du secret professionnel et du partage d'informations. Il faut que le secret professionnel s'attende à protéger finalement la relation du mineur qu'il va avoir avec le professionnel, qui va garantir non seulement la question du professionnalisme dans lequel le professionnel est engagé, mais aussi ce qu'il va me confier. Quelle solidité je vais avoir à entendre ce que tu vas me confier? Ça, c'est la question du cadre et du secret professionnel. Il faut éviter que ça rentre en résonance avec les phénomènes de silenciation dont on a parlé tout le long, et que ça permette l'instauration d'une relation de confiance. Ça va éviter aussi des réunions où tout va se faire éventuellement dans un grand déballage, où finalement la finalité de ce type de réunion, ce serait plus de défouler les tensions des acteurs et les inquiétudes des acteurs, plus finalement que de parler de l'intérêt du sujet. Alors, c'est là où j'étais inquiète, parce que quand même, je voulais effectivement vous parler des différents outils qu'on a à disposition qui vont permettre d'articuler et encore une fois de prendre appui pour pouvoir clarifier les mandats dont les professionnels sont porteurs. Les mandats officieux de la famille et des jeunes qui viennent gérer, remettre en scène les modalités relationnelles et d'emprise, et les mandats officiels du magistrat, de notre direction, de la MDPH, etc. Pour ça, les contrats dans lesquels on va pouvoir négocier avec le jeune et sa famille la mission qui est entendue et ce que les professionnels repèrent des besoins des jeunes sont des outils indispensables à partager entre les différents professionnels. Il faut s'autoriser, évidemment avec l'accord du jeune et de la famille, de pouvoir utiliser ces outils comme des organes de transmission entre les différentes institutions. Ces documents, c'est aussi toujours un moyen de définir la limite, le travail de l'obligation et de provoquer un réinvestissement du jeune, une démarche lui permettant lui-même de se situer dans son parcours et en éclairant son potentiel, ses capacités de réaménagement dans une perspective évolutive avec des échéances, une scansion du temps qui va être déterminée. Ouais.
l'avancée en silo cloisonné est particulièrement improductive dans la situation où la violence émerge. Et ça va être dans ce travail d'intercontenance. Alors, il faut que je conclue. Oui. J'espère que dans les questions, vous allez me poser Voilà. tout ce que je n'aurais pas dit. Merci beaucoup. Juste un dernier mot, non vraiment, un dernier mot très rapidement, comme ça va peut-être lancer les questions, sur la question de la mobilité et la question de l'autorisation de soins comme outil aussi d'articulation entre les différentes institutions. Merci. Alors, la commission. Alors, merci. On a une question, justement, en lien avec le respect des secrets professionnels de chacun. Quelles pourraient être finalement les pistes d'évolution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport aux difficultés aussi des uns et des autres, à trouver, on va dire, une juste mesure dans ces niveaux de partage? Alors, je pense qu'il faut surtout autoriser les professionnels à parler. Et pour les autoriser à parler, il faut leur proposer autant que des espaces de rencontre interprofessionnels autour d'une situation engagée, autant des espaces de supervision. Il faut qu'ils construisent la place du discours, de la confidentialité, à quoi sert la confidentialité dans la perspective constructive du sujet, à la différence du secret professionnel qui pourrait être... qui est garant d'un professionnalisme et de la mission d'éviter que tout se dise à n'importe quel endroit, etc., mais qui pourrait être le pendant d'une mise au secret par les mécaniques de résonance familiale et des jeunes, et qui, du coup, ferait taire les professionnels. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Aujourd'hui, en tout cas, on repère quand même un écart important entre les textes sur le secret et la pratique sur le terrain, et notamment avec des espaces où on dit « mais si, il faut parler ». Oui, il faut parler, mais on n'a pas le droit. Après, c'est vrai que dans les propositions que j'avais faites dans le rapport, alors je ne savais pas comment trop le nommer, mais j'avais mis qu'il fallait que les réglementations et du législateur et les différents ministères s'accordent. En fait, parce qu'il nous met dans des injonctions paradoxales il faut tenir sur des éléments de procédure où finalement on ferait des fautes à venir dire. Alors, je pense que ça fait vraiment référence à des mises en procès de familles où il y a des divulgations de choses et en fait qui sont en contre. Ça participe de la mécanique du silence, ces procès. Et je trouve que encore une fois, ça vient protéger les professionnels, de dire il faut un secret professionnel en termes de confiance qui est instaurée quand les jeunes, ça vient donner des limites. Moi, j'interviens dans le cadre de la je prends un exemple, j'interviens dans le cadre de la PJJ, c'est par rapport aux actes que tu viens de poser, ce que tu vas me dire, on va essayer de le traiter au regard de ce que je vais écrire dans mon rapport au juge. OK. Je n'irai pas raconter n'importe où ce que tu as fait. Ça, c'est le secret professionnel de l'éducateur PJJ. Pour autant, dans les textes, il est dit que la PJJ, en termes de sécurité aussi, doit pouvoir dire, amener à informer les lieux de soins, les lieux de scolarité, pour permettre de garantir aussi, les lieux de placement, de permettre de garantir une sécurité des autres jeunes qui vont être en contact avec les mineurs. Du coup, comment le professionnel il se positionne là-dedans entre ce qu'il doit garantir d'éviter une stigmatisation du jeune sur une réduction potentielle du regard qu'on va lui poser sur ses actes, et en même temps de lui permettre de ne pas être dans une forme de déni ou de dénégation des actes qu'il a posés. Et donc, finalement, tout le travail, c'est d'avancer en confiance, enfin dans un cadre un peu sécure, avec les autres professionnels. Okay. Ouais.
Non, ça va pas. Ça répond pas. Oui. C'est quoi ce cadre sécure? Enfin, dans la question, c'est au bénéfice de l'accompagnement du mineur. Ça ne veut pas forcément dire au bénéfice du mineur. Et on voit que le focus entre les soignants, le focus entre les professionnels de la justice, n'est pas forcément le même. Et du coup, c'est comment se rejoindre là-dessus. Et c'est quoi ce focus? Qu'est-ce qu'on partage? C'est ça. Vous voulez concrètement ce qu'on va partager? Je pense qu'il faut partager du regard qu'on porte sur le sujet et sa situation, sur les besoins. Attendez, il y a une autre question au fond de la salle avant. Non, allez-y, posez votre question s'il vous plaît. Oui. Madame, laissez la personne poser sa question s'il vous plaît. Juste un truc, c'est que là on a parlé hier de filet et on voyait qu'il y avait quelque chose de souple dans le filet. C'est un peu ce que tu dis sur la question de l'articulation. Et moi, je suis toujours choqué en tant que soignant d'avoir des gens qui viennent me voir et qui me disent, bah voilà, il faut prendre, enfin c'était un cas il y a quelques semaines encore, on va dire, il faut prendre ce jeune en charge, voilà, et nous on a toute autorité sur lui, on a tout pouvoir sur lui. C'est ce dont tu parlais, je pense, quand tu parles d'autorisation parentale de soins. C'est-à-dire comment ces outils-là, avec le respect qui soit, mais c'est aussi le respect des espaces de chacun, en fait, comment on peut s'affirmer et réaffirmer à chaque fois la place que chacun a dans ses champs de compétences, dans ses dynamiques à lui, etc. Et que finalement, moi je trouve que c'est assez terrible, ce qu'on propose parfois, c'est... moi je dis, mais les parents, ils ont le droit de signer, ils doivent signer. Oui, mais les parents, ils sont pas... Mais quand on a déjà travaillé tout le lien, et là, c'est pas du travail thérapeutique, c'est du travail peut-être de remobilisation des familles, etc. Okay. Pour les autorisations parentales de soins, par exemple, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Et on a le sentiment comme ça qu'il y a une sorte de tendance à une sorte de marcher tous dans les mêmes pas, qui est très très loin de laisser un début d'autonomisation et de travail sur l'autonomisation de la personne. Ok, parce que du coup, merci Walter, parce que du coup je comprends mieux. Vous voulez dire de quoi il faut qu'on parle dans ces espaces concertés. Mais finalement, il faut rester assez simple, il faut juste parler du jeune et de sa famille. Moi, j'ai l'exemple, en t'écoutant, Walter, de plusieurs situations qu'on accueille là, sur le dispositif des mineurs auteurs de violences sexuelles, où ils sont placés en CER, ils vont hyper bien en CER. Mais ils sont dans notre département et on nous demande d'intervenir. Il faut du soin spécifique. Alors nous, on dit non, on est une équipe mobile d'appui de soins. On va chercher la synthèse, on va chercher les professionnels, on demande aux éducateurs de la PJJ, aux référents parcours de la PJJ, on demande aux référents ASE du côté de la protection de l'enfance de revenir dans la situation alors qu'ils sont à 10 000 km, et on demande aux services de soins qui les a vus sur des consultations, etc., de venir dans la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait durant ce temps-là? En fait, on ne dit pas de diagnostic, on ne dit pas de faits gravissimes, on vient dire, mais aujourd'hui, le jeune, de quoi il a besoin? Comment il va? Qu'est-ce qu'il met en scène? Qu'est-ce qu'il rejoue? Etc. On vient parler du jeune, tout simplement. Et ça, on est tout à fait dans notre droit et dans notre mission, finalement, de la prise en charge. Et quand on utilise les outils, c'est-à-dire qu'on va ramener du côté de quel est le projet d'accompagnement PJJ, c'est-à-dire vers où vous allez, vous? Quand on va demander au service de soins, mais c'est quoi le projet thérapeutique? Vers où vous allez, vous? Le référent ASE, quand on lui dit mais vers où vous allez, et qui nous répond que bah non, en fait il prend en charge que la famille et que le petit frère qui est resté en famille et qu'il oublie complètement le jeune ici. Vous voyez l'idée en fait de ces espaces. Là on est dans le cadre du secret professionnel, chacun énonce dans quelle mission il avance, mais pour le coup c'est essentiellement le travail d'accordage qu'on fait. On ne va pas avoir plus d'informations à livrer. Merci beaucoup.